Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, expiration de l'ultimatum de la CEDEAO en Guinée-Bissau. L'organisation sous-régionale avait donné jusqu'à ce 7 novembre membres du gouvernement de Faustino Imbali pour démissionner. Aucune réaction du côté de la présidence bissau-guinéenne. Visite historique du Premier ministre de transition soudanais au Darfour. Abdallah Hamdok s'est rendu dans plusieurs camps de déplacés dans la ville d'El Fasher, capitale du Darfour du Nord. La région est en conflit depuis 16 ans avec le pouvoir central. Et les avocats de Charles Blé Goudé qui se retirent de la procédure dans laquelle leur client est poursuivi pour crimes contre les populations civiles et les prisonniers de guerre. Ils indiquent ne pas pouvoir jouer pleinement leur rôle de défenseur. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avait donné 48 heures aux membres du nouveau gouvernement en Guinée-Bissau pour démissionner. Un ultimatum avec donc expiration ce 7 novembre. Les ministres concernés sont passibles de sanctions. Le président José Mario Vaz, qui avait démis le gouvernement d'Aristide Gomez, reste lui sur ses positions. Ange Domenio. Le bras de fer continue de durcir en Guinée-Bissau. Après avoir exigé du gouvernement d'Aristide Gomez de libérer les ministères dans les 24 heures, le président bissau-guinéen José Mario Vaz est à son tour induit par la CEDEAO de faire démissionner son nouveau gouvernement dans les 48 heures. Au-delà du délai fixé par l'institution qui prend fin ce jeudi 7 novembre, les membres du nouveau gouvernement sont passibles de lourdes sanctions. Le comité ministériel de la CEDEAO lance une dernière fois un appel solennel à tous ceux qui ont été abusivement entraînés dans le gouvernement illégal de M. Faustino Imbali afin qu'ils démissionnent et les invite à prendre leur distance par rapport à toutes les initiatives visant à compromettre la prochaine élection présidentielle et à porter atteinte aux institutions légales de la Guinée-Bissau. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait appelé au respect de la date de la présidentielle en Guinée-Bissau en rejetant le changement du gouvernement décidé par son président. Outre la CEDEAO, l'Union africaine et l'Union européenne ont également désavoué le président José Mario Vaz. Ce dernier a assuré que la présidentielle aura bien lieu le 24 novembre avec un éventuel deuxième tour le 29 décembre. Ces élections prévues, le président Vaz va accélérer le processus pour que le choix aille très vite. En réalité, Aristide Gomez, il est le devant du parti présidentiel. C'est le pays qui est quasiment en division. Vous avez une opposition qui malheureusement qui n'est pas encore réellement représentative. Et vous avez l'armée qui joue un rôle très important parce que depuis l'indépendance de la Guinée-Bissau en 1974, l'armée n'a jamais quitté le jeu politique. La campagne électorale s'est ouverte le 2 novembre et aura lieu jusqu'au 22 novembre 2019. 12 candidats sont en lice, dont José Mario Vaz et son ancien Premier ministre Domingo Simões Pereira, chef de la majorité menée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC. Et ce vendredi 8 novembre a lieu le sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la crise politique en Guinée-Bissau, sommet qui a lieu à Niamey, au Niger. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Kala Ankourao, qui avait mené la délégation à Bissau, a indiqué que les chefs d'État de la CEDEAO donneraient au président José Mario Vaz la primeur de leur décision finale. C'est un signal fort qu'a voulu envoyer Abdallah Hamdok. Le Premier ministre de transition au Soudan s'est rendu dans le Darfour, une région en conflit avec le pouvoir de Khartoum depuis 2003. Le chef du gouvernement y a rencontré les déplacés. Il a également assuré qu'il entendait pacifier le Darfour. Gladys Mamba. Visite inédite et hautement symbolique du Premier ministre de transition soudanais, Abdallah Hamdok, au Darfour. Cette région située dans l'ouest du Soudan est en conflit avec le pouvoir central de Khartoum depuis 16 ans. Le chef de la primature soudanaise s'est rendu le 4 novembre 2019 dans un camp de déplacés situé dans la ville d'El Fasher, capitale du Darfour Nord, à la rencontre de dizaines de milliers de déplacés, un voyage d'une journée pour démontrer sa volonté de réparer les dommages causés par le précédent régime. L'aide proposée est liée à l'économie politique de l'aide existante. Nous allons ouvrir un large dialogue communautaire pour discuter de cette aide. Il existe de nombreux scénarios pour gérer l'aide et, avec notre peuple, nous parviendrons à un scénario qui mettra tous les Soudanais d'accord.
Le déplacement du nouveau Premier ministre est un signal fort dans le processus de rétablissement du dialogue dans ce conflit qui a éclaté en 2003 entre des rebelles s'estimant marginalisés et le pouvoir du président déchu en avril 2019, Omar el-Béchir. Ces violents affrontements ont contraint 2,5 millions de personnes à se déplacer et ont engendré près de 300 000 pertes en vie humaine, selon l'ONU. Ces mouvements rebelles, qui existent toujours, demandent que leurs revendications soient entendues avant qu'ils n'acceptent de déposer les armes. Les victimes, elles, posent des conditions pour un éventuel retour. Si la paix et la sécurité sont effectives, nous sommes prêts à retourner au village. Nous avons encore des enfants à l'école et nous espérons que leurs rêves se réaliseront dans le mariage. Si le destin le veut et si la paix règne, nous reviendrons. Depuis sa destitution en avril 2019, Omar el-Béchir est incarcéré et poursuivi pour corruption par la justice soudanaise. L'ex-chef de l'État fait également l'objet de 2 mandats d'arrêt internationaux émis en 2009 et en 2010 pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour. Reste à savoir si le pouvoir de transition ratifiera ou non le statut de Rome de la Cour pénale internationale pour permettre le transfert d'Omar el-Béchir à La Haye. Dans l'actualité également, l'ancien milicien Bosco Ntaganda, condamné à 30 ans de prison. Il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre par la Cour pénale internationale, notamment pour le meurtre d'au moins 74 civils en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il était alors à la tête du groupe rebelle des Forces patriotiques pour la libération du Congo. Il s'agit de la peine la plus lourde jamais prononcée par la juridiction internationale. Au Sénégal, les élections municipales et départementales se tiendront plus tard le 28 mars 2021. Elles étaient prévues initialement en juin 2019. Un amendement en ce sens a été déposé par le gouvernement pour préciser le projet de loi. Le texte doit désormais être voté par l'Assemblée nationale. Philomène Tine. La date des élections locales sénégalaises est connue. Le document d'amendement du gouvernement du Sénégal sur le projet de loi portant au report des élections et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux stipule que ces joutes initialement prévues le 1er décembre 2019 sont reportées pour être tenues au plus tard le 28 mars 2021. Le délai qui est accordé est trop long. Un report de 6 mois, ça suffit. Sinon, il y a beaucoup de calculs politiques derrière. Il y a le fait aussi que certains membres de l'opposition ne soient pas totalement prêts pour y aller et donc qui acceptent ce délai. L'amendement qui doit être soumis au Parlement prochainement permettra aux différents élus de se maintenir dans la légalité. En outre, les élections locales au Sénégal ont été reportées à 2 reprises suite à un consensus de la classe politique en vue de trouver des points de convergence à propos des modalités d'organisation du scrutin. Le report pose problème. On ne comprend pas pourquoi un gouvernement n'est pas en mesure d'organiser des élections à date issue. Dans un pays démocratique, il y a un calendrier républicain. Il y a des échéances électorales qui sont connues de tous. Et donc, on planifie les différentes échéances électorales pour qu'elles aient lieu à date issue. À noter que certaines organisations de la société civile sénégalaise avaient exprimé des réticences quant à la tenue des locales à la date du 28 mars 2021. Également, quelques membres de l'opposition jugent unilatérale cette décision du gouvernement sénégalais. En Côte d'Ivoire, les avocats de Charles Blé Goudé ont annoncé leur retrait. Ils estiment que la chambre d'accusation refuse de leur accorder le temps nécessaire pour préparer la défense de leur client. Charles Blé Goudé est poursuivi pour crimes contre les populations civiles et les prisonniers de guerre devant la chambre d'instruction du tribunal d'Abidjan. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers un procès de Charles Blé Goudé sans ses avocats en Côte d'Ivoire. Les conseils de l'ancien leader des jeunes patriotes sous le régime de l'ex-président Laurent Gbagbo ont décidé de se retirer de la procédure devant la chambre d'accusation du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, estimant n'avoir pas bénéficié de suffisamment de temps pour se préparer. Selon eux, ils n'ont reçu un élément réclamé depuis le 30 octobre que ce 5 novembre. Le code dit qu'avant cette procédure, les avocats doivent déposer leur mémoire 24 heures avant. Quand vous nous remettez une pièce à midi 26, alors que nous sommes au plateau, et que le collectif d'avocats doit se réunir pour donc étudier le mémoire à produire, à 15 heures au plus tard,
il était matériellement impossible de pouvoir tenir dans le temps. Le point de litige a pour origine le dossier du transfèrement de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. La Côte d'Ivoire avait la possibilité de juger M. Charles Blé Goudé pour les faits relatifs à la crise post-électorale. La Côte d'Ivoire a décidé de livrer M. Charles Blé Goudé, de le transférer à la Cour pénale internationale. Il s'y trouve. Il a fait 5 ans de procédure pour un acquittement à l'heure actuelle. Et comme par extraordinaire, cette même justice vient s'auto-saisir pour se déclarer compétente. Nous avons dit que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans une démocratie. Le ministère public n'était pas disponible pour éclairer sur la suite de la procédure. Charles Blé Goudé est poursuivi en Côte d'Ivoire pour crime de guerre. Il a été acquitté par la Cour pénale internationale de l'accusation de crime contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. La résolution de la crise anglophone était au cœur du dialogue national au Cameroun qui s'est achevé le 4 octobre dernier avec en filigrane la question de la cohésion nationale. Plusieurs mesures ont été prises pour favoriser le vivre ensemble sur les plans politiques, culturels mais aussi spirituels. C'est d'ailleurs tout l'objet de la journée nationale de prière qui sera instaurée. Nelly Claude Bessa. Le Cameroun, depuis son accession à l'indépendance, est un État laïque. Une laïcité dont l'harmonie constante entre les adeptes des différentes religions et la collaboration entre l'État et les autorités religieuses ont participé à la pérennisation du climat d'unité nationale sur l'ensemble du territoire. Un vivre ensemble qui a pris un coup avec la venue de Boko Haram en 2014 et la crise anglophone en 2016. Dans ce contexte de résurgence du repli identitaire et du communautarisme, il a été proposé lors du dialogue national l'institution d'une journée nationale de prière pour le développement de la cohésion sociale. Puisque l'essence même de la culture camerounaise, elle est religieuse, et que tous les Camerounais se retrouvent dans une forme de religion, il est donc important de pouvoir organiser une journée nationale de prière, pour qu'une prière puisse être élevée à Dieu, qui interpelle les consciences, qui interpelle les enfants du même pays, pouvoir se parler, à pouvoir rechercher la paix et à remettre réellement le destin entre les mains de Dieu. Toujours dans le cadre de la construction d'une nation de paix et de stabilité au Cameroun, la mise en œuvre d'un programme de cours sur la fraternité intercommunautaire, la restauration de la confiance entre communautés et l'engagement civique pour renforcer la cohésion sociale nationale se sont greffés aux propositions fortes résultant du dialogue national. Il est plus facile pour ces hommes religieux d'organiser au sein de leur institution ce qu'on appelle une journée de jeûne et de prière, et dans laquelle ils peuvent, à travers le prêche, faire mention des éléments liés à la coexistence pacifique et le vivre ensemble, véhiculer des messages par rapport à la paix. Question aussi d'avoir des moments de prières interreligieuses ou bien des prières écuméniques entre, par exemple, les tendances protestantes et catholiques. Depuis le début de la crise anglophone, de nombreuses obédiences religieuses ont multiplié des intentions de prière pour le retour à la paix dans le pays. Au cours de cette année 2019, des journées de prière s'étaient tenues dans tout le pays en prélude à la 47e édition de la fête de l'unité nationale pour le retour à la paix. De plus, la communauté musulmane avait célébré la fête de la Tabaski sous le signe de la cohésion nationale au Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.